La question, c'est pas savoir si les machines vont prendre le pouvoir, c'est qu'est-ce que ça va nous faire de nous. C'est ça la grande question. On saute sur ces machines. Les gens disent que c'est pratique, et donc on va se défaire de ce qui nous constitue en propre, de ce qui constitue les joyaux de l'humanité, le langage et l'inventivité avec le langage. Il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui, jusque-là, mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient sur quantité de champs ? Comment ne pas voir la gravité de ce qui se joue ? Éric Sadzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Vous avez sorti une dizaine de livres sur l'impact de ces nouvelles technologies sur la société et sur nos psychés. Les deux derniers s'intitulent « Penser à temps, faire face à l'emprise numérique » et « Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle ». Afin de commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que tout le monde devrait s'intéresser à l'intelligence artificielle ? En quoi est-ce que ça vous paraît aujourd'hui être un sujet particulièrement important ? Alors le fait est que tout le monde s'y intéresse et tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Parce que vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, tout le monde a un avis sur la chose. Et souvent sans très bien connaître. Et ce que je crois, moi, alors je vais commencer très fort là en disant ça, ce que je crois, moi, au vu de toutes les recherches que je mène depuis une quinzaine d'années, c'est que, et c'est terrible ce que je vais dire, c'est terrible, c'est que je constate qu'on n'a probablement jamais dit autant de bêtises, d'inepties, d'à peu près, de choses erronées, de choses délirantes, de propos hors sol, relativement à un phénomène aussi déterminant. Historiquement, ce phénomène aussi déterminant au présent et relativement à ce qui vient. Or, les choses sont très simples. En réalité, les choses sont très très simples. Parce qu'il y a quantité de discours, il y a des flopées de discours. Je ne vais pas dire que vous les alimentez, mon cher Chaïman, mais parfois il y a des propos que je trouve très très hors sol parmi des personnes que vous avez pu inviter, que je ne vais pas citer là. Mais c'est un peu courant. L'intelligence artificielle, vous l'avez remarqué, fait beaucoup parler, fait beaucoup couler d'encre, fait beaucoup commenter, mais souvent on n'a pas de repère commun sur ce sur quoi on parle. Alors, pour faire très simple, parce que c'est très simple finalement, nous sommes en automne 2025, au moment où nous enregistrons. Déjà on parle d'intelligence artificielle. Je ne parle pas du terme là, sur lequel j'ai analysé le fait qu'il y a un abus de langage sur l'expression, mais ce n'est pas ce dont je veux parler là. Je veux parler du fait qu'on parle d'intelligence artificielle. Or, il y a maintenant deux types d'intelligence artificielle qui sont sans rapport, qui sont connectés dans leurs modalités techniques, enfin qui sont en rapport dans leurs modalités techniques, mais qui engagent des pratiques et des conséquences extrêmement différentes. Il y a la dite intelligence artificielle, telle qu'elle est à l'œuvre en très gros, on pourrait remonter à plus loin, mais on va faire simple, telle qu'elle est à l'œuvre depuis le mi-temps des années 2000, c'est-à-dire en gros une vingtaine d'années, sur lesquelles je vais dire des choses là, et après je parlerai comme introduction de la deuxième type de dite intelligence artificielle, qui sont les IA génératives. Alors actuellement on dit IA pour dire l'un et l'autre, l'une et l'autre. Alors que ce sont deux choses totalement différentes. Et je le redis, qui engagent des conséquences totalement différentes. Et des enjeux juridico-politiques, sociaux, civilisationnels, différents et distincts, et qu'on doit distinguer. Alors je disais, on dit un peu tout et n'importe quoi, parce que c'est vraiment le cas. Pour éviter cela, il me semble qu'il nous faudrait qu'on a besoin de définition pour bien comprendre de quoi on parle. Si on parle d'une chose, vous et moi, et qu'on n'a pas un repère commun, c'est un dialogue de sourds. On est dans une sorte de chaos compréhensif, on ne comprend plus rien. Alors ces définitions, mon cher Chaïman, il se trouve que moi j'ai tenté de la donner dès 2018, pour ce qui est du premier type d'intelligence artificielle. Dans un bouquin que je crois que vous m'avez fait le plaisir de lire, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, 2018, qui a eu un certain écho, semble-t-il, en France et à l'étranger, où dès le début du livre, je m'attelais à donner une définition
premier type d'intelligence artificielle. Hein. Et il se trouve que ce que j'identifiais comme la définition la plus précise, à mon sens, de l'intelligence artificielle, ça n'a pas pris une ride aujourd'hui, pour ce qui est de celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle dans sa dimension, on va dire, de celle qui est à l'œuvre du début des années 2000 à aujourd'hui? Et après, il s'est agrégé un autre type d'intelligence artificielle sur lequel on va parler, qui focalise mon attention actuellement et qui focalise un peu la plupart des débats aujourd'hui. Sauf qu'on continue d'agréger l'une et l'autre, alors que, je le redis, ce sont deux choses différentes. Alors, si on veut donner une définition, c'est que la dite intelligence artificielle, je ne reviens pas sur l'expression que j'ai mise en critique, mais on n'a pas le temps là. Parce que ce que j'aimerais, et c'était un peu notre attention en commun, c'est qu'on soit très pédagogique aujourd'hui. Je voudrais qu'on soit très pédagogique, parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui vous regardent et vous écoutent, notamment, et j'aimerais qu'on soit le plus précis possible. Donc, la dite intelligence artificielle qui est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, c'est tout simplement un changement de statut dans l'histoire des technologies numériques, qui ne sont plus seulement destinées, comme elles le sont depuis des décennies, à la collecte, au stockage automatisé de l'information, à l'indexation. Les technologies numériques permettent l'indexation. On tape un mot-clé, ce qu'a fait Google de façon remarquable à partir de la fin des années 90, 98, et la manipulation à diverses fins de l'information, et de façon toujours plus aisée, collecte, stockage, indexation et manipulation à diverses fins de l'information. Si ces fonctionnalités sont à l'œuvre depuis des décennies, et elles continuent de l'être, et plus que jamais, qui ne va pas sur Google, taper des mots, indexation, ou faire manipuler quantité d'informations grâce à ces technologies dites numériques. Si ces fonctionnalités continuent d'être à l'œuvre, et elles n'ont cessé de se perfectionner, de se développer, d'être en mesure de traiter un nombre toujours plus volumineux d'informations et des vitesses toujours plus sans cesse croissantes. Depuis 10 ans, je fais toute l'histoire de ça dans mon livre de 2018. Disons en gros, depuis le milieu des années 2000, il a été affecté d'autres fonctions, j'ai envie de dire une autre mission aux technologies numériques. Ça, c'est capital. C'est celle d'expertiser le réel. Et cela vient des systèmes experts qui étaient à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Et expertiser le réel, ça veut dire interpréter des systèmes qui interprètent des situations toujours plus diverses du réel, et de plus en plus en temps réel. Alors, à chaque fois que je dis ça, Shaiman, je sais que c'est compliqué. Alors, il faut toujours donner... Là, je donne un exemple que je donne très souvent parce que tout le monde le connaît et qui me semble très emblématique. Je pense qu'il explique cela à l'application Waze, rachetée par Google, à une société israélienne à la fin des années 2000, que tout le monde utilise. Et moi, le premier, tout le monde l'utilise. Et qui fait quoi? Qui interprète l'état du trafic au moment où on l'interroge et qui récolte des données à des vitesses qu'aucun humain ne pourrait récolter selon cette vitesse-là, et qui les traite, là aussi selon des vitesses et des volumes d'informations qu'aucun être humain, même groupement, ne pourrait analyser en tous les cas de telle vitesse, et qui, quand on l'interroge, quasi en temps réel, expertise l'état du trafic. Il nous dit vous êtes suisse, Shaiman, entre Paris et Lausanne, ou Fribourg, je crois que vous êtes de Fribourg, eh bien, l'état du trafic en voiture actuellement, c'est, disons, 5h57. Et ça, personne ne sait, ça. Ça a expertisé l'état du trafic par des données, des capteurs, etc., tous les systèmes qu'on connaît. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est ça qu'il faut voir. Et là, on commence à toucher des choses d'une très grande importance. Et qui est en rapport avec la définition et ce que charrie la définition. C'est que ce ne sont pas seulement des systèmes qui expertisent des pans de plus en plus étendus du réel, mais qui aussi envoient des signaux en retour et recommandent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Par exemple, ces systèmes Waze ne fait pas que dire l'état du trafic au moment où on l'interroge, mais suggère de prendre tel itinéraire plutôt que tel autre,
en général, en vue de la plus grande optimisation et de gain de temps et d'optimisation de consommation énergétique. Et j'ai envie de dire, sur ça, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cela ? Et ce que je dis là, à très grands traits, c'est à l'œuvre dans quantité d'applications qui sont mises sur le marché depuis une vingtaine d'années, et aussi de systèmes qui sont à l'œuvre dans quantité de champs de la société. Ça interprète vos comportements. On vous conseille d'acheter telle paire de chaussures, de prendre tel complément alimentaire en fonction de l'interprétation de vos comportements. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Ça veut dire qu'on atteint, depuis une vingtaine d'années, ce que j'appelle le tournant injonctif de la technologie. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et de la technologie, des systèmes nous suggèrent, nous recommandent, parfois nous prescrivent ou parfois nous obligent. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela. Je pense à la logistique chez Amazon, par exemple, ou dans la e-logistique, d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Et donc, on voit la puissance ordonnatrice des systèmes d'intelligence artificielle, et en général à deux fins principales. Pour ce qui est de ce type d'intelligence artificielle que j'appelle cognitive et organisationnelle. C'est-à-dire ça interprète et ça organise. Et en général, pas en général, quasi exclusivement à deux fins principales. La première, c'est de façon à faire engager des transactions marchandes en continu à l'échelle de la planète, pour tous les êtres à l'échelle de la planète. Ces systèmes interprètent vos comportements et suggèrent en retour d'acheter tel produit plutôt que tel autre, donc une connaissance ininterrompue des comportements et des systèmes automatisés qui vous disent « faites ci plutôt que ça ». Et la deuxième, donc ça c'est principalement auprès des individus, et là c'est une dimension, on va dire, suggestive, plutôt que prescriptive, personne n'a obligation de cela, suggestive, sauf que c'est tellement de plus en plus évident, parce qu'il y a une connaissance de plus en plus affinée, approfondie des comportements, avec des systèmes qui se perfectionnent en continu, de plus en plus ce qui est suggéré, eh bien, correspond à quelque chose qui pourrait nous convenir parfaitement. C'est même plus de la suggestion, c'est presque la révélation de l'évidence de ce qui nous convient. Donc une sorte de soumission à ces systèmes, plus ou moins non vus. Et la deuxième fin, c'est celle d'entraîner un modèle de société fondé sur les réquisites, les impératifs, d'une extrême rationalisation de tous les secteurs de la société. C'est-à-dire d'éviter la moindre perte et de tendre vers le plus grand gain. C'est à l'œuvre dans le travail, par exemple. Des systèmes qui interprètent les comportements des personnes ou des flux de marchandises, ou on a parlé de logistique, ou des états dans la banque ou l'assurance, et qui, en retour, conseillent, signalent des gestes à accomplir, ou parfois procèdent eux-mêmes les systèmes à des actions de façon autonome, automatisée. Je pense au trading algorithmique, qui voit des systèmes, vous savez, la trading à haute fréquence dans la finance, ou des systèmes, là aussi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça c'est de l'intelligence artificielle, interprète des situations. Par exemple, les cours vont être, à l'intérieur d'une dimension anticipative, vont être à la baisse à l'intérieur d'une dimension prédictive, des systèmes qui interprètent cela, toujours cette histoire d'interprétation, et décident, entre guillemets, c'est une notion anthropomorphique abusive selon moi, mais parlons comme ça pour faire simple, décident à des vitesses faramineuses de vendre au moment où il y a une étape anticipative de baisse. Et le contraire, s'il y a des tendances prédictives à la hausse, et qui décident d'acquérir des titres. Donc il y a aussi de plus en plus des capacités autodécisionnelles des systèmes d'intelligence artificielle qui sont à l'œuvre, on va en parler dans quelques instants si vous êtes d'accord, Shaiman, avec les agents IA. Donc ça, c'est ce que j'appelle, on l'a dit, l'intelligence artificielle dans sa dimension cognitive et organisationnelle. On appelle organisationnelle, quand je dis on, moi je l'appelle comme ça, Shaiman, c'est suggérer tous ces produits marchands, c'est organiser de plus en plus le cadre du travail, c'est organiser les conditions du contexte urbanistique, c'est organiser quantité de champs. Et il se trouve que ces questions-là, que ces faits-là, de systèmes qui interprètent et qui envoient des signaux, on voit bien que c'est un point capital
qui est à minima interrogé et qui est remis en question, c'est celui de la faculté foncièrement humaine d'évaluer les situations et de décider librement et en conscience des gestes que nous faisons, des actions que nous menons. Ça, c'est un point capital. Et sans compter le fait que des systèmes qui sont souvent impersonnels et qu'on ne voit pas dictent l'action humaine. Et parfois, de façon totalement inacceptable et indigne, je renvoie aux entrepôts Amazon, où des systèmes d'intelligence artificielle guident les gestes des manufacturiers équipés de capteurs et qui leur disent, avec des oreillettes ou des tablettes, d'aller chercher tel produit dans telle armoire pour le déposer à telle vitesse dans telle palette. Ça, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle. Interprétation des situations des manufacturiers, envoi de signaux. Donc on voit, on n'a pas le temps là, mais on voit tout ce que ça charrie comme enjeu, comme question juridique, politique, sociale, civilisationnelle, anthropologique, c'est-à-dire ce qui nous regarde nous en tant qu'êtres humains, le fait que des systèmes qui sont principalement orientés en vue de deux fins fait entraîner ce que j'appelle une marchandisation intégrale de la vie et une organisation hyper rationalisée de la société, qu'est-ce que ça engage, tout ce que ça charrie comme enjeu. Or, ces questions se les posent très très peu. Je donne un exemple. Est-ce que vous avez entendu un législateur, sur la Terre entière, se pencher sur les conditions managériales, et notamment avec l'intelligence artificielle? Personne ne parle de ça, alors que ce sont des questions capitales politiques. Et il se trouve, et je vais bientôt vous laisser parler, cher Shaiman, il se trouve que le 30 novembre 2022, comme si tout ça ne suffisait pas, quand je dis ne suffisait pas, parce que ce qui doit être rappelé, c'est que nous avons affaire à des technologies qui ne sont pas stables, qui sont en sophistication sans cesse croissante. Donc dotées de capacités interprétatives et d'affinement dans les suggestions, dans l'envoi de signaux, toujours plus précis, toujours plus en adéquation avec ce qui est supposé devoir être signalé. Vous voyez, c'est comme si ces systèmes, à la fois, c'est pour ça que j'avais parlé de vérité, nous disent la vérité et collent de plus en plus à l'impératif, aux souhaits présupposés des personnes ou pressentis des personnes, ou aux impératifs les plus exacts qui seraient souhaités, notamment dans quantité de champs de la société. Alors je dis comme si ça ne suffisait pas, le 30 novembre 2022, parce que ce dont on a parlé, cette définition de l'intelligence artificielle comme puissance interprétative et de recommandation, voilà, c'est ça, puissance interprétative et de recommandation, elle a été instaurée dans nos sociétés de façon progressive. Et elle a pris une forme qui était plus ou moins visible auprès des individus à partir de 2007. 2007 qui, comme tout le monde le sait, c'est le lancement de l'iPhone par Steve Jobs et qui proposait quantité de fonctionnalités et de qualité, mais aussi qu'avec la caractéristique d'intégrer les applications. Et que font les applications depuis une vingtaine d'années? C'est là la première généralisation pour les individus des systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'elles interprètent. Vous vous souvenez des sites de rencontres au tournant des années 2010 qui interprétaient les souhaits des personnes et qui suggéraient de rencontrer telle personne plutôt que telle autre, ou aller dans tel restaurant. Cela, donc on l'a dit, est à l'œuvre et continue d'être à l'œuvre, plus que jamais cela, et qui engage plein de questions, plein de questions sur lesquelles on ne se penche pas assez. Et comme si ça ne suffisait pas, il est arrivé, mais là de façon subite, et non pas progressive, un séisme, un tremblement de terre, le 30 novembre 2022, qui est, comme tout le monde le sait, la date du lancement public de ChatGPT, et là qui voit une autre dimension de l'intelligence artificielle à l'œuvre. C'est ce que j'appelle, c'est le sous-titre de mon nouveau livre, que j'appelle Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle, qui voit quoi? Parce qu'il est bon de donner des concepts clairs au phénomène pour bien qu'on comprenne à quoi on a affaire. C'est pour ça que je parle de tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle à partir de fin 2022, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et pourquoi je parle de tournant
intellectuelle et créative de l'intelligence artificielle. Pour bien comprendre les choses, Shaiman, il faut être littéral. C'est-à-dire qu'il est dorénavant dévolu à des systèmes. On entend la gravité de ce qui se joue. En étant littéral, je pense qu'on entend très bien la gravité. Il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui, jusque-là, mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient sur quantité de champs? Comment ne pas voir la gravité de ce qui se joue? Alors je le dis souvent, mais c'est entre nous, je vous le dis, parce que c'est la vérité. J'ai pas de preuves, mais c'est la vérité. Ah si, j'ai mon ami. C'est que la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2022, je n'en ai pas dormi, moi, parce que j'ai vu la gravité de la chose. Et j'étais désolé de voir que le lendemain et les jours qui ont suivi, des foules, notamment je voyais sur Twitter, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, des foules dire c'est cool, ChatGPT, qu'est-ce que c'est cool. Je me disais c'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui a prévalu, c'est l'utilité pratique. Moi, je posais la question les semaines qui ont suivi, mais pourquoi tu utilises cela? C'est notre faculté d'écrire, notre faculté de nous exprimer en première personne. Vois-tu les conséquences? Et tout le monde me répondait, et ça continue encore. On répond quoi? C'est pratique. Or, et je termine sur ce premier moment, Shaiman, cet utilitarisme, cette passion du pratique, ça va être le cheval de Troie du renoncement à nous-mêmes, et du fait que nos enfants, bientôt, déjà ne lisent plus beaucoup, sont sur leurs écrans du matin au soir, vont même plus savoir écrire. Voit-on l'étendue de la gravité civilisationnelle de ce qui est à l'œuvre? Sur cette chaîne YouTube, je publie une interview, un débat ou une analyse chaque semaine. Et créer tous ces contenus me demande un temps colossal et un budget tout aussi conséquent. Chaque vidéo, chaque interview représente des dizaines d'heures de travail. Trouver un angle original, rechercher des informations rigoureuses et surtout rendre tout cela accessible au plus grand nombre. À cela s'ajoutent les frais de tournage, la location de studios, les logiciels professionnels et toutes les personnes talentueuses qui m'aident à faire exister ce projet. Résultat, plusieurs milliers d'euros par mois. Si vous pensez que ce travail a de la valeur, me soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon est sans aucun doute la chose la plus précieuse que vous puissiez faire. Je vous mets tous les liens en description. Lorsqu'on met en avant ces différents enjeux, une remarque qui va souvent venir, c'est de dire que nous n'avons pas le choix, que c'est la marche automatique du progrès, que la technologie est une sorte de force autonome qu'on ne peut pas pleinement contrôler et qu'à quelque part, on aura beau s'inquiéter de ce qui vient, on ne peut pas y faire grand-chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça, c'est une représentation totalement biaisée, inacceptable. Parce que tous ces systèmes que nous sommes arrivés à intégrer comme s'ils relevaient de phénomènes quasi naturels. D'abord, ils ne relèvent d'aucun choix démocratique, aucun projet de société. Ils ne relèvent que de la passion débridée pour le profit de techeurs et d'ingénieurs qui savent très bien profiter de la mise en monde, la réduction du monde à des données et toutes les fonctionnalités commerciales que ça offre et tous les produits et les solutions, comme on disait à une époque, solutions, que ça offre en termes de mise sur le marché de produits. Mais cela, personne ne l'a décidé. Or, ce qu'il se passe, c'est en ça, vous avez dit le terme progrès, moi que je n'utilise jamais. Je parle de développement technologique, qui sont unilatéraux, dont la source est unilatérale, c'est-à-dire c'est tout le monde de la tech. Et si vous voulez, Shaiman, avant même qu'on parle de cela, de ce monde-là et de toutes les forces qui les soutiennent, parce que c'est très embouteillé, les discours et les représentations. Il faut mettre un peu de ménage dans tout cela. Et il y a 3 grandes conséquences avec les IA génératives. Il y en a 3 grandes. Alors, si vous voulez, on en parle les unes après les autres, les 3 grandes. La première, c'est, on le sait, ChatGPT et d'autres systèmes, mais disons que ChatGPT a eu la primeur du premier entrant, hein, c'est un peu le système le plus utilisé au monde en termes de production de pseudo-langage. Donc on sait que ces systèmes, avant tout et au départ, étaient utilisés pour générer du texte.
du pseudo-texte, on doit dire. Pourquoi je dis du pseudo-texte ? Parce que moi, j'observe toujours les choses. J'observe toujours les choses. Je me souviens très bien que dans les semaines qui ont suivi la mise en ligne, donc fin novembre 2022, des personnes, le discours ambiant était à peu près le même. On voyait des millions de personnes dire « Waouh, c'est très bluffant ces systèmes qui, sur simple instruction de notre part, produisent du langage, et c'est bluffant, et ça il faut le reconnaître. » Mais elle disait il y a 3 ans, mais elle disait dans le même mouvement, mais il faudrait davantage de développement technologique pour que ça s'apparente à un langage parfaitement humain. Mais elle est là notre grande erreur. Notre erreur qui va nous mener à l'homogénéité et à un langage dépourvu de toute vitalité. Elle est là notre grande erreur, c'est de croire que ça s'apparente à un langage parfaitement humain. Ça en a l'apparence, mais ça en est l'opposé absolu. Alors ça, je vais l'analyser avec vous en quelques instants parce que c'est capital. Avant de voir des foules qui sautaient sur ces machines-là, voyez ce qui se joue. Voyez dans quoi vous mettez la main. Parce que nous le savons, ou nous le savons peut-être pas très bien, c'est que ces systèmes sont conçus, enfin, les premiers systèmes, c'est pas les mêmes. Les premiers systèmes sont conçus pour aller moissonner, ce qui était à l'œuvre depuis 3 ans, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que le job a presque été entièrement fait, aller moissonner la quasi-intégralité des corpus numérisés, des corpus existants depuis la nuit des temps, livres, documents administratifs, bases de données sur Internet, les corpus existants depuis la nuit des temps numérisés, ils sont moissonnés en vue de les stocker et qui sont après, pour voir des systèmes prendre le relais, ce ne sont pas les mêmes, et les soumettre à des traitements. C'est très important ce que je vais dire le dire en quelques mots parce qu'on va mieux comprendre à quoi on a affaire. En vue de quoi ces systèmes les traitent en les soumettant à des traitements mathématiques, mais d'abord statistiques. C'est-à-dire que les principaux objectifs que recherchent ces systèmes, que les concepteurs de systèmes font rechercher au système, pour être précis. Les systèmes n'ont pas d'objectifs. On leur donne des objectifs, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on parlera des risques tout à l'heure, quand on parle de prise de contrôle par les machines, etc. C'est un délire total, mais c'est une parenthèse. Dès qu'on est dans l'anthropomorphisme, on est dans un délire total, on est dans le hors-sol. La question, c'est pas de savoir si les machines vont prendre le pouvoir, c'est qu'est-ce que ça va nous faire de nous. C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on va devenir au contact de ces machines si on les utilise ad nauseam et de façon continue. Ces systèmes soumettent ces corpus, ces volumes pharaoniques de données, à des statistiques. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, statistique ? Ça veut dire qu'ils ne recherchent qu'une chose, Shaiman. C'est une seule chose, pas compliquée. En général, tout ça, c'est complexe, mais pas compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses. Alors, excusez-moi d'être un peu long parfois, mais c'est très important. Sinon on passe à côté des enjeux et on va trop vite. Alors, il faut bien expliquer les choses. Les statistiques, c'est rechercher la récurrence. Les récurrences. Qu'est-ce que ça veut dire, les récurrences ? Ça veut dire que dans tous les volumes de texte, vous voyez, c'est d'un point de vue mathématique et technologique, c'est incroyable. Sauf que ça produit quelque chose de nécrosé, je vais m'expliquer. Ça recherche les récurrences, c'est-à-dire, dans tous les fonds, il doit être repéré des termes qui se suivent les uns à la suite des autres, ou qui ont des proximités lexicales, qui sont dans des proximités lexicales. Par exemple, si quelqu'un tape voiture, dans la proximité lexicale, route, volant, siège ne sera jamais loin. Et donc, quand ces systèmes génèrent du dit langage, ils produisent des termes sous la dimension de la corrélation. Corrélation. C'est-à-dire, s'il y a A, au vu des statistiques, il y aura B, et encore au vu des statistiques, il y aura C. Mais ça ne suffit pas de dire corrélation, c'est la corrélation probabiliste. C'est-à-dire qu'apparaissent les termes à chaque fois qui a le plus de chances d'apparaître, de correspondre, au vu des historiques catalogués.
voyez, c'est la corrélation probabiliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Déjà, on touche à un point très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est produit, mais ça, on ne le voit pas, personne n'est capable de voir ça, qui est produit ce qui a déjà eu lieu. Qui est produit ce qui doit avoir lieu, c'est-à-dire dans le langage qui doit avoir lieu, c'est-à-dire la conformité, parce que c'est le régime de la conformité. S'il y a A, il y a B, c'est ce qui est conforme. Ce qui doit avoir lieu et ce qui a déjà eu lieu. Mais je dis au passage, c'est facile, et je dois le dire, c'est quand on dit conformité, le conformisme n'est jamais loin. Et voyez ce qu'on a dit là, ce pseudo-langage mathématisé, parce qu'il y a une infinité d'équations mathématiques, schématisé, fondé sur ces schémas-là, probabiliste, nécrosé. C'est un langage de la mort. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'il est déterministe, parce qu'il ne fait que reproduire des choses, et qui est issu de ce que j'appelle le capitalisme linguistique. C'est-à-dire, ne vous trompez pas, celles et ceux qui nous regardent, et au-delà. C'est que là, c'est des industries qui ont conçu ces systèmes en vue de générer des profits. Donc, ils nous produisent ce langage de la mort pour générer des profits par abonnement à l'échelle de la planète. Soit des abonnements professionnels, soit des abonnements individuels. Mais tout ce que je viens de dire là, c'est ça le cœur de l'affaire. Il est là le cœur de l'affaire. Il est là, c'est ce que je veux dire là qui doit alerter notre conscience, qui doit alerter notre puissance vitale, nos puissances vitales, nos singularités, l'affirmation de nos singularités. C'est que c'est l'opposé absolu de la façon dont nous jouons, vous, Shaiman, moi, nous tous, depuis la nuit des temps, nous jouons avec le langage. Parce que la façon dont nous jouons le langage procède de l'apprentissage. Il y a un moment dans la vie, c'est l'école. On apprend des règles de grammaire, d'orthographe. On apprend les grands textes. Et puis on se réapproprie, le legs, tout ce fond, qui est tenu comme une base de données par ces systèmes, et que nous, on appelle un legs culturel, un fond. C'est des règles de grammaire, des règles d'orthographe, des grands textes, des façons de parler, des façons multiples de parler. Et on se les approprie, et chacun se les approprie au vu de sa culture, de son environnement familial, de son apprentissage, et qui fait qu'à un moment, eh bien quoi? On parle en première personne. Et il y a un âge légal pour ça, c'est la majorité. La parole engage. Et parler en première personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne parle de la même manière. Mais je vais encore plus loin sur ce point très important du langage, c'est que la façon dont nous jouons avec le langage, elle n'est pas fondée sur la corrélation. Elle est fondée sur toute la façon d'utiliser le langage dépend de nos pensées. Et nos pensées, elles sont fondées sur les associations. Je pense à telle chose, je l'associe avec telle chose. Donc chaque association est singulière. Personne ne fait des associations identiques. Elle est là, la singularité. Et c'est pour cela que nous n'entretenons pas un rapport au langage fondé sur la corrélation, mais sur l'association. Donc l'imprévisibilité de cela, et justement, je ne vais pas tout dit à propos de cela, c'est que ce que je vais dire là, maintenant, c'est une image que je dis souvent parce qu'elle est capitale pour comprendre. Ce que je vais dire dans une seconde, et vous, le mot que vous allez dire dans peut-être une minute, Shaiman, on ne le sait pas. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire dans une seconde. Pourquoi je ne sais pas ce que je vais dire? Parce que notre rapport au langage, il n'est pas fondé sur la corrélation probabiliste, mais sur l'association indéterministe. C'est-à-dire chacun fait des associations de façon totalement indéterminée dans le flux du temps, dans le flux du présent. Il est là le pouvoir d'inventivité. Il est là le pouvoir de singularité. Il est là le pouvoir d'affirmation de ses propres pensées et de sa propre liberté. Mais il est là aussi, le garant de la pluralité humaine de la société. Et donc, nous allons nous délaisser de cela pour laisser des machines parler et écrire à notre place, des machines qui développent ce langage de la mort, nécrosé, ce que j'appelle le thanatologos, c'est-à-dire thanatos, c'est la mort avec logos, et qui va voir en plus, qui va voir quoi? Est-ce que vous le voyez, ce paysage informationnel, symbolique, d'ici 1 ou 2 ans totalement homogène? Cette langue qui voudrait être lisse, vous savez, qui voudrait être parfaite, qui voudrait bien faire des tournures,
d'une sorte de perfection fantasmée, et c'est à ce langage conformiste et homogène auquel on va avoir affaire de plus en plus. Est-ce que vous voyez la vitalité des êtres, la vitalité sociale, la pluralité de ce qui constitue la société, et puis l'inattendu des paroles de chacun, et le fait que chacun ne parle pas de façon identique, comme on l'a dit, disparaître, s'effriter, au profit de délaisser ce pouvoir qui n'appartient qu'aux humains, n'est-ce pas, à peu près. On dit maintenant que les animaux parlent, très bien, mais cette grammaire, la pluralité des langues, en plus c'est la pluralité des langues. Donc on saute sur ces machines, parce qu'on dit que les gens disent que c'est pratique, et donc on va se défaire de ce qui nous constitue en propre, de ce qui constitue les joyaux de l'humanité, et le langage et l'inventivité avec le langage. Comment est-ce possible ? Et vous avez parlé de justement cet aspect qu'au final, les décisions sur ces intelligences artificielles et sur les avancées qui sont faites dans ce domaine ne sont pas du tout démocratiques. Oui. Et de ce point de vue, je pense que c'est important de dire que même dans des pays qui sont très accélérationnistes, comme les États-Unis, on a plus de 72% des Américains qui disent qu'ils souhaiteraient voir ralentir les avancées en intelligence artificielle. Tout en utilisant toutes ces machines. Bien sûr. Parce qu'il y a les intentions et il y a les actes. Bien sûr, mais ils sont aussi embarqués dans une structure sociale qui les pousse à utiliser ces machines. Non. Il y a un environnement, personne ne les pousse. Il y a des gens qui tombent dedans. Moi, je dis à toutes les générations Z là, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui utilisent ChatGPT, vous dites souvent, et vous avez peut-être raison, vous n'utilisez pas l'avion, parce que conséquences écologiques. Vous savez, la conscience, elle ne se divise pas. Si vous dites que vous n'utilisez pas l'avion, vous triez les ordures et vous faites plein d'actions à vocation écologique, très bien, honneur à vous. Mais alors n'utilisez pas ChatGPT, ça ne marche pas ensemble. Vous voyez, ça ne marche pas ensemble. Parce que là, les conséquences énergétiques, elles sont énormes et maintenant, c'est de plus en plus documenté. Personne ne nous pousse à cela. En revanche, tout le monde tombe dedans parce que c'est pratique. Mais ce que je dois dire à propos du langage, Shaiman, c'est extrêmement important, c'est que le capitalisme linguistique, c'est pas seulement produire ce langage de la mort, c'est aussi des machines qui nous parlent. Et c'est là où il y a le croisement entre l'intelligence artificielle cognitive et organisationnelle et les IA génératives, c'est-à-dire que ces machines qui nous parlent, elles interprètent nos façons de parler, aussi de plus en plus nos comportements, en faisant des corrélations avec quantité de sources d'informations sur nos habitudes, les mots-clés qu'on tape, etc. Et ces machines, je disais, c'est très important cela, je disais c'est un langage homogène, mais c'est pas que ça. Ça va être aussi un langage hyper personnalisé où des systèmes vont nous parler de façon singulière, adaptée à la façon dont on parle, de façon à faire quoi ? À produire une influence sur chacun d'entre nous par le verbe. Et à deux fins. En vue de nous faire encore engager des transactions marchandes. Par exemple, je dis à un système, je suis fatigué ce soir, quel régime alimentaire, quelle recette alimentaire je vais faire, connaissance de mes comportements, système qui va me parler... Bonsoir Eric, comment était ta journée ? Vous voyez, tous ces systèmes sont déjà capables de faire tout cela. Ils vont trouver toujours les mots justes en vue de quoi ? À l'ère des influenceurs, où les gens se soumettent au pouvoir d'autres personnes, de soumettre des jeux d'influence, mais totalement quasi imperceptibles. Vous voyez, la dépendance. Mais c'est pas que ça. C'est aussi des nouveaux jeux d'influence, d'un point de vue politique et idéologique, que vont générer, c'est le terme que je peux utiliser, ces systèmes. Et voit-on la dépendance émotionnelle dont on ne cesse de parler aujourd'hui, où des humains, plutôt que de parler entre eux, ou plutôt que d'en se remettre pour confier des difficultés ou besoin de conseils, s'en remettent à ces systèmes qui leur disent la vérité en toute chose, avec des jeux, je dirais pas tant de manipulation, que toujours avec l'idée d'entretenir un lien toujours plus intense, quasi ombilical, quasi syncrétique. Et on voit, ça a fait la une de journaux dans le monde entier, des suicides qui ont eu lieu du fait de ces vis-à-vis continus avec ces systèmes. Mais cela, il faut le voir. Et quand vous disiez tout à l'heure, ça n'a pas été démocratiquement décidé, non seulement ça n'a pas été démocratiquement décidé, ce sont des systèmes
qui sont produits par la tech dans le plus grand cynisme. C'est-à-dire Sam Altman, il savait très très bien cette dépendance émotionnelle. Alors vous avez vu, c'est l'histoire de ces deux parents qui ont eu un drame, dont un de leurs enfants est mort suite à des relations continues avec ces systèmes, alors que le législateur n'a rien fait. OpenAI connaît très très bien ces rapports, puisqu'ils ont toutes les informations. Ils n'ont rien fait, évidemment. Ils ne vont pas se scier la branche sur laquelle ils sont assis, n'est-ce pas? Et qu'ont fait ces parents? Ils sont allés au tribunal. Et ils ont eu gain de cause. Jurisprudence. Et ça fait office de loi maintenant. Donc OpenAI est obligé de se soumettre à l'injonction de mettre quantité de garde-fous relativement à ces liens ombilicaux qui vont être de plus en plus entretenus à ces systèmes. C'est pour vous dire que la société ne décide pas de cela. C'est imposé et malheureusement, et ça je le regrette, avec toutes les conséquences que ça a, des foules se jettent dessus. Or les conséquences sont énormes. Et notamment sur la question de l'image, des repères en commun que nous avons. Voulez-vous que j'en parle quelques instants, Shaiman? C'est très important, ça. Parce que nous savons que ces systèmes ne produisent pas que du texte, ou du pseudo-texte, comme j'ai dit. Ça produit sur simple instruction, ce qu'on appelle des prompts, tout le monde sait ça aujourd'hui, des images, des vidéos, du son, des dites musiques, disons du son, allez, on va pas donner des grands mots à des choses qui sont aussi qui relèvent de la schématisation mathématique. Et qu'est-ce que ça suppose, ça? Ça suppose qu'il est dorénavant mis entre les mains de tout le monde des systèmes qui, sur une simple instruction, produisent des images. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Parce que nous entrons dans ce que j'appelle l'ère de l'indistinction généralisée. C'est-à-dire que nous entrons dans un moment historique où nous ne saurons plus ni quelle est l'origine, ni la nature d'une image. Vous vous souvenez, Shaiman, il y a 3 ans à peu près, quand sont apparues les premières images synthétiques, on pouvait un peu discerner, il y avait des choses un peu grossières. Vous savez que 3 ans plus tard, c'est déjà beaucoup plus difficile. Nous sommes en 2025. Sans être futurologue, on peut gager sans aucun risque qu'en 2028, c'est terminé. On n'y verra plus rien. Et ça, c'est d'une extrême gravité, parce que la société, ce n'est pas seulement des référents, des principes communs, des règles, des lois, des repères. C'est aussi des référents communs. Faute de quoi on ne se comprend plus. C'est quand vous dites vert, vous comprenez une chose et moi je comprends autre chose, c'est le début de l'incompréhension et donc c'est des vecteurs supplémentaires de violence dans la société. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit ce que j'ai analysé dans mon livre, ce que j'appelle l'image fantasmatique. C'est-à-dire on a beaucoup parlé de post-vérité ces dernières années, je pense que c'est fini ça. C'est ni vrai ni faux. C'est des images qui correspondent au désir, au mieux, ou au lubie ou au délire des individus. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai un problème avec un voisin, je fais générer l'image de ma voisine qui se fait frapper par ce voisin. Et je balance ça sur Internet. C'est ni vrai ni faux, c'est fantasmatique, ça correspond à mes purs fantasmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire qu'il va monter dans notre environnement informationnel, symbolique, et dans notre imaginaire collectif, quantité de représentations qui correspondent aux lubies des individus, à leur rancœur, et souvent à leur rancœur, à leur colère. Par exemple, un patron d'entreprise avec lequel on ne s'entend pas, qui ferait n'importe quoi. Et ça suppose quoi? Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner à la fois un rapport au réel qui serait ou plutôt que ça va entraîner le fait que tout entre dans le domaine de l'envisageable, dans nos représentations. Et là, je reviens à mon rapport au réel, j'ai mis la charrue avant les bœufs durant une seconde. Ça va entraîner aussi un rapport dans les psychés des individus où le rapport réel qu'on voudrait est dénué de toute limite. Vous voyez, le moindre souhait que je veux se voir formalisé dans une image, je le fais. Et puis après, dans le réel en dur, le réel, si j'ai envie de dire, le réel qui cogne, comme disait Lacan, qu'est-ce que ça va induire? Le fait qu'il y ait des contradictions dans le réel, mais que des foules d'individus imposent leur vue des choses, et donc des réels qu'ils souhaiteraient. Et cela,
J'étais désolé de voir le législateur, il y a quelques années, plutôt que de voir la gravité de ce qui se joue là, dire on va rémunérer les ayants droit. Utilitarisme. Les ayants droit, ça veut dire c'est les fonds qui sont moissonnés par ces systèmes, qui permettent de pouvoir justement générer ces systèmes. C'est pour dire la conscience et la passion utilitariste qui imprègnent la société tout entière, les responsables politiques, évidemment le monde industriel et des foules, au lieu de voir la gravité de cela, de faire des chantiers de travail, des chantiers de réflexion, on s'est dit on va rémunérer les ayants droit. Or c'est très très grave. Et vous savez, Shaiman, il y a une équation que j'ai faite aujourd'hui, enfin que j'ai faite depuis un certain nombre d'années, c'est que la société se réveille toujours avec un ou plusieurs trains de retard. Toujours, toujours. C'est-à-dire qu'il y a des choses d'extrême gravité qui peuvent se passer, mais on ne les voit pas sur le moment. C'est très difficile de les voir. Et en général, on constate les dégâts, les effets nocifs, parfois des catastrophes, une fois qu'elles sont tellement patentes et évidentes qu'on peut plus s'en détourner. Vous savez, le rapport Meadows sur la dévastation écologique de la biosphère, de la planète, il date de 1972. C'était sous nos yeux. Mais c'était la société de consommation pendant 40 ans. Personne n'a voulu voir cela. Utilitarisme pratique. Et puis, à partir des années 2000, des Jouvenceaux nous parlent d'effondrement, collapsologiquement. Mais de qui se moque-t-on? Quelle blague! Tout ça, on le savait depuis longtemps. C'est pour ça que la conscience, c'est pas d'agir une fois que la maison brûle. C'est d'agir au moment où les phénomènes sont en germination, afin de pouvoir nous montrer agissants avant que ce soit trop tard. Parce qu'une fois que c'est trop tard, c'est consolidé et on ne revient jamais en arrière. Et je donne comme dernier exemple sur cela, vous avez vu par exemple que Emmanuel Macron, quelle blague, bon là je sais que cette vidéo va durer longtemps, hein, mais là en octobre 2025 a organisé une conférence sur les dégâts sur la société entraînés par les réseaux sociaux, en 2025. Mais la popularité des réseaux sociaux, ça date de 2010. Il y a 15 ans plus tard, on se réveille. Vous savez, les sites porno, c'est la fin des années 2000, la popularisation des réseaux, des sites porno. Et en 2015, on dit « Ah, presque 20 ans plus tard, mais on va les interdire aux mineurs. » Vous voyez comment on se réveille toujours trop tard. Et TikTok, vous avez vu la commission en France? Parce que TikTok, c'est fin 2016, mais la mise sur le marché mondial, c'est 2017. 8 ans plus tard, alors que c'est en train de faire d'entraîner des hordes d'adolescents qui ne passent plus leur temps qu'à ça, avec quantité de dégâts sur ne serait-ce que les fonctionnements cérébraux, l'État français décide de faire une commission de réflexion 8 ans plus tard. Non. Tous ces points-là, nous aurions dû agir dans les temps qui ont suivi leur instauration. Or, ce que je constate, pour terminer sur ce point-là, c'est que relativement aux conséquences, et notamment à la gravité des IA génératives, c'est maintenant qu'il faut nous montrer agissants. Faute de quoi, d'ici quelques années, les choses se seront consolidées et ce sera trop tard, et notamment dans le champ du travail. Si vous voulez m'interroger sur cela, Shaiman, parce que toute une partie de mon bouquin, je parle de mon bouquin, peut-être que je le montre, non, je ne sais pas, Le désert de nous-mêmes. La troisième partie de mon bouquin, c'est sur le travail. Je dis des choses qui me semblent très importantes et qu'on ne voyait pas à l'époque, et maintenant on commence à les voir. Alors, si vous voulez qu'on parle de ces questions de société capitale, je pense qu'il faut que nous en parlions. Oui, justement, dans votre livre, vous dites que des dispositifs vont réaliser de plus en plus rapidement et de manière prétendument plus efficace que nous un nombre croissant de tâches à haute compétence cognitive. De ce fait, un ouragan va s'abattre sur les métiers de service et de la culture. Nous vivons un moment d'une extrême gravité, voyant l'automatisation, à terme intégral, du cours du monde ne cesser de s'étendre. Absolument, Shaiman, merci. C'est moi qui ai dit ça ? Tout à fait. Pas mal. Je plaisante. Vous savez, il y a 3 ans, je disais attention le travail. Et vous savez ce qu'on me montrait à l'époque? On me montrait des études. Vous savez, telle étude, tel think tank. Mais qui fait ces études? On ne se pose jamais la question de qui fait ces études.
En général, c'est des organismes qui dépendent d'assurance, de groupes d'assurance, de groupes bancaires, qui ont une vision du monde, qui ont une vision du travail, fondée sur la technologisation de tous les secteurs de la société comme source de croissance. Donc il y a des biais. En réalité, quand on parle de biais relativement à l'intelligence artificielle, il faut arrêter de parler des biais tels qu'on en parle. Les biais qui sont dans les systèmes, on va plus privilégier les femmes, plus les hommes, les blancs. Mais tout ça, c'est pas très important parce que une fois on se serait occupé de ces biais, ça ne fera qu'entraîner de toute manière l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. Non, les biais sont dans notre compréhension des phénomènes. Laissez tomber ces études sur lesquelles on ne cesse de nous asséner depuis des années. La réalité, elle est structurelle. Elle est structurelle. Alors, je vais m'expliquer en quelques points sur cela, parce que c'est extrêmement important. Et il se trouve que, malheureusement, on commence à avoir des preuves de ce que je dis et de ce qu'on pouvait constater. Vous avez vu ce qui s'est passé à Amazon. Là, on est en octobre 2025, qui a décidé de licencier 14 000 de son personnel du fait de la généralisation de l'exploitation de systèmes d'intelligence artificielle, notamment IA générative. Mais c'est que le début de l'histoire. Pourquoi c'est que le début de l'histoire ? Et qu'on aurait pu voir il y a 3 ans, plutôt que de nous montrer des études qui disaient « mais non, l'impact va être relatif, etc. » Quelle naïveté et quelle irresponsabilité collective. Alors je m'explique en quelques mots sur cela, Shaiman. Je parlais de tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Du tournant intellectuel et créatif. Il se trouve que aujourd'hui, plus des 2/3 des métiers dans la plupart des pays sont des métiers de service. Et qu'est-ce qui caractérise les métiers de service ? Pour la plupart, c'est qu'ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives. Par exemple, profession juridique, profession bancaire, quantité de métiers de service, d'assurance, quantité de métiers de service. Ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives. Or, voilà des systèmes qui, depuis 3 ans, et en sophistication sans cesse croissante, vont pouvoir assurer ces tâches de façon infiniment plus rapide, de façon, j'insiste toujours sur cet adverbe, prétendument plus fiable, et à terme, à des coûts moindres. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient ? Et vous savez pourquoi on ne le voit pas, l'ouragan qui vient ? Que ce soit les politiques, même le monde économique, et même la société dans son ensemble. Mais on va commencer à le voir. Ça y est, il est arrivé ce moment où on commence à le voir. Pourquoi on ne le voit pas ? Parce que nos représentations, c'est une chose que j'ai analysée aussi Je parle, mais tout ça j'ai analysé dans mon livre, avec des longues années de recherche où je rassemble ça de façon très précise. Et là, j'essaie de le dire de certains points de façon synthétique. Pourquoi on ne le voit pas ? Et pourquoi on ne l'a pas vu il y a 3 ans ? Et pourquoi on ne l'a pas encore vu il y a 2 ans ? Et pourquoi maintenant, c'est seulement maintenant, à l'automne 2025, qu'on commence à voir les effets, les grandes conséquences, qui devaient arriver, c'était écrit, mais on ne le voyait pas. Parce que nos représentations sont fondées sur l'équation de Schumpeter, de Joseph Schumpeter, cet économiste autrichien, je crois, qui était aussi philosophe, qui a théorisé il y a presque un siècle, à la fin des années 30, le concept que je pense tout le monde connaît, de destruction créatrice. Qu'est-ce que c'est que le concept qu'il avait théorisé, qui est un concept très fort, il fallait le théoriser dans les années 30, il y a plus d'un siècle, et qui théorisait le fait que les développements, moi je ne parle pas de progrès, les développements techniques, c'est plus neutre. Progrès a toujours quelque chose de téléologique, vous savez, vers une fin plus heureuse. Développement, c'est neutre, ça se développe. Après, on peut être pour, contre, s'y opposer, voir des puissances les soutenir, voilà. Parce que les mots sont très importants. À chaque fois qu'on utilise les mots, c'est très très important. Parce que ça nous permet d'avoir des repères communs pour bien nous comprendre, voire avoir des controverses. Et donc, Schumpeter, il a théorisé le fait que ces développements technologiques, certains types de développements technologiques, entraînent des destructions d'emplois, dans certains secteurs, mais pour voir soit des mises à la retraite, soit des reversements vers des emplois nouvellement créés. Parce que des technologies génèrent des nouveaux métiers. C'est ce qu'il appelait la destruction créatrice. Et
ce concept s'est vérifié au cours des décennies. J'ai presque envie de dire, il s'est vérifié jusqu'en 2022. Et particulièrement au tournant des années 80, qui était le moment vous savez, de la robotisation des chaînes de montage, et notamment de l'industrie automobile, qui ont vu des robots sur les chaînes de montage, et qui a vu des destructions d'emplois. Alors là, à l'époque, pour des métiers à haute pénibilité. Donc, on pouvait dire que c'était pour la bonne cause. Et oui, il y a eu des mises à la retraite, ou anticipées, ou des mises à la retraite, du chômage pour des vagues de personnes, mais aussi des reversements vers des emplois nouvellement créés qui, à l'époque, ces 40 dernières années, étaient des emplois de service. Et qui font qu'aujourd'hui, on l'a dit, en réalité c'est 80% dans les pays les plus économiquement développés, on va dire. Je fais attention à chaque terme, ou productif. Allez, bon. C'est plus de 80%. Et on a dit que ces métiers-là, voilà, immobilisés, et que ces systèmes allaient donc pouvoir faire toutes ces tâches. Et puis, il y a le fait que Sam Altman, qui est à l'image de tous les gourous de la Silicon Valley, lors du premier anniversaire de la mise en ligne de ChatGPT, en novembre 2023, plus 2022, a dit notre horizon industriel qui vient là, pour les années qui viennent, si on va investir dans les super assistants. C'est-à-dire des systèmes qui vont répondre à toutes nos requêtes sur tous les champs de la vie. Vous achetez un terrain, Shaiman, qu'est-ce que vous allez vous embêter à prendre un architecte qui va vous prendre de l'argent, qui va vous embêter, qui va vous appeler le matin 50 fois dans la journée à vous poser des problèmes. Vous demandez à votre assistant architecte. Vous avez des problèmes juridiques, assistant juridique. Donc des assistants dans tous les champs de la vie. C'est-à-dire que tous les métiers à haute compétence cognitive vont connaître un ouragan terrible. Secrétaire de rédaction dans le journalisme, je fais toute la liste précise dans le livre, et elle n'est pas exhaustive, et notamment les métiers de la culture, quantité de métiers de la culture, réalisateur de films d'animation, doubleur de comédien doubleur, décorateur, graphiste, photographe. C'est tout un monde qui est en train là, dans les années qu'on vit actuellement, qui est appelé à être effrité, un monde qu'on aime, un monde de l'activité, un monde où les gens, en plus, exercent des tâches qui, en général, produisent du plaisir à la tâche, qui produisent de la reconnaissance sociale, de l'estime de soi, de la sociabilité, dont on s'est rendu compte que ça nous a tant manqué durant le Covid, la sociabilité, et qui souvent ont requis des longues études, des coûteuses études. Et tout ça va passer par perte des profits, au profit du cynisme et du fait de prendre en compte l'humain comme une seule variable comptable. C'est ça qui est à l'œuvre. Mais plus encore, Shaiman, c'est une certaine idée de la société qui est en train de s'effondrer et qui va s'effondrer d'ici 2030. C'est laquelle ? C'est le fait que la société, c'est aussi ce qui fait société, ces quantités une infinité de liens d'interdépendance. On a besoin d'autrui. Un gamin a besoin d'un professeur. On a besoin, on parlait d'un avocat, on a besoin d'un médecin, on a besoin de... Tout le monde mutuellement, réciproquement a besoin d'autrui. Or, le monde qui vient, j'ai pas envie de dire la société, le monde ou le non-monde qui vient, c'est des vis-à-vis continus des individus avec des systèmes qui vont répondre à toutes leurs sollicitations. Et le fait que autrui, comme instance qui apporte complémentarité de ce que je ne suis pas, qui apporte une richesse singulière, qui aussi m'apporte de la découverte, qui aussi peut m'enrichir, qui aussi apporte parfois soin et réconfort, qui va disparaître, et aussi qui apporte une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire des jeux d'interaction continus avec autrui, qui va s'effondrer du fait de ces systèmes d'IA génératif. IA génératif, là, je ne parle pas de l'intelligence artificielle telle qu'on en a parlé au début. C'est pour ça qu'il faut bien faire le distinguo. IA génératif, des systèmes qui vont nous parler et répondre à tous nos souhaits jusqu'à les devancer continuellement. Est-ce que c'est un modèle de société dont on rêve ? Moi, je le réprouve du tout au tout, mon cher Shaiman.
De plus en plus de personnes dans le domaine de l'intelligence artificielle sont inquiètes de l'automatisation d'un métier en particulier, celui de chercheur en intelligence artificielle. Oui. Parce qu'ils pensent que arrivera un moment où si on arrive à automatiser la recherche en IA, pourrait se mettre en place une sorte de boucle d'auto-amélioration où l'IA finalement créerait une IA successeur qui elle-même serait finalement plus puissante que l'IA précédente, qui elle-même pourrait créer une IA plus puissante, etc. On entrerait dans une sorte de boucle d'auto-amélioration qui amènerait très rapidement à ce que certaines personnes dans le domaine de l'IA et notamment tous les géants de la tech, c'est leur but explicite, à une super intelligence artificielle. Une IA qui serait potentiellement des ordres de grandeur plus puissante que l'humanité entière. Et certaines personnes pensent que cette super intelligence artificielle pourrait aller jusqu'à échapper à notre contrôle. À ce sujet, le 22 octobre 2025, le Future of Life Institute a publié une déclaration qui dit, je cite, « Nous appelons à interdire le développement d'une super-intelligence, interdiction qui ne devra être levée qu'une fois qu'un large consensus scientifique aura été mis en place sur le fait qu'elle peut être développée de manière sûre et contrôlable et qu'il y a un fort soutien de l'opinion publique. » C'est une déclaration qui a été signée par des dizaines de milliers de personnes, dont des prix Nobel, des prix Turing, des hauts dirigeants politiques, des figures médiatiques de premier plan. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces enjeux, de ces risques liés à la super intelligence artificielle ? Vous voyez que je souris. Je trouve ça tragico-comique. C'est une grande farce. Alors je vais m'expliquer. Vous avez parlé d'abord de la programmation des systèmes qui pourraient elles-mêmes se concevoir. Ça, c'est sûr qu'on y va. Mais on va être déjà plus sur le temps présent et prosaïque. Dans la Silicon Valley, depuis quelques mois, et encore plus depuis un mois, moi je suis de très près tout cela, on parle de job apocalypse, que les cols blancs, ce dont on parlait, ça y est, je vous dis, on vit le moment où les grandes conséquences deviennent patentes. Et il y a quantité de témoignages de chefs d'entreprise ou de start-up, de chefs de start-up, enfin de responsables de start-up, qui disent c'est fini. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à prendre un codeur si des systèmes font en 15 secondes ce qu'un codeur ferait dans la journée. Donc on arrive à ce moment où l'automatisation de certaines tâches, mais elles seront de plus en plus diverses, vont pouvoir être assurées par des systèmes. Je vais répondre à votre question, mais on fait une sorte de chemin que je me propose de suivre avec vous. Avec tout ce qu'on s'est dit, on voit bien que s'impose à nous une question, qui est peut-être celle que posent ces personnes, mais en la posant très très mal. Je vais m'expliquer pourquoi. S'impose à nous une question qui est d'ordre, et j'y vais croissant, en termes de gravité, social, politique, civilisationnel, et utilisons des grands mots, anthropologiques, c'est-à-dire ce qui regarde le propre de l'humain, et qui est une question philosophique et presque métaphysique, qui s'impose à nous, qui s'impose en ce moment historique à nous, et qui va s'imposer de plus en plus dans les années qui viennent. Cette question, c'est « Mais quel va être notre rôle sur Terre ?» Au moment où des systèmes organisent de plus en plus le cours des affaires humaines, ce que j'appelle l'IA cognitive et organisationnelle, et au moment où des systèmes prennent en charge nos facultés les plus fondamentales, celles de parler, d'écrire en première personne, de produire des symboles, de l'image, du son, mais aussi celle d'aller à la quête du savoir, de produire du savoir, de produire des nouveautés dans la connaissance. Tout ça, ce sont des systèmes qui vont à terme les produire, c'est ce que j'appelle le pouvoir total. Dans cet environnement-là, qui est déjà le nôtre et qui sera de plus en plus le nôtre très très bientôt. Là, on est dans l'exponentialité, dans l'infinie vitesse. D'ici 2-3 ans, mais déjà moi, je me la pose. Je la pose dans mon bouquin. Mon Dieu, quel va être notre rôle sur Terre ? Qu'aurons-nous à faire ? Alors, c'est ça que j'appelle l'anhumanité. C'est-à-dire là, comme c'est un H, humanité, il faut mettre le N, c'est privatif. Anhumanité, ça veut dire, à mon sens, une humanité de laquelle de plus en plus les humains vont être exclus pour assurer l'organisation du cours du monde.
Quantité d'actions. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de trading algorithmique. Mais quantité d'actions. C'est des systèmes qui vont les prendre en charge. Et je dis ça d'autant plus au moment où nous entrons dans l'âge des IA physiques. C'est-à-dire des robots de titane, hein, dotés, qui intégrés, au sein desquels sont intégrés, enfin animés par des IA génératives, et dotés de qualités kinesthésiques, c'est-à-dire de la capacité à faire des gestes qui s'apparentent à la multiplicité de ceux des humains, qui vont être de plus en plus étendus, qui vont faire aussi quantité de gestes, de gestuels, que les humains savent seuls faire en ayant des capacités interprétatives, d'élocution, etc. Donc par exemple, je dis une bêtise, du domestique que tout le monde fait, vider un lave-vaisselle, on n'y est pas, hein. C'est d'ici une dizaine d'années, hein. Mais ils travaillent beaucoup à cela, vous savez, dans la Silicon Valley, dans le monde de la tech, hein. Elon Musk promet des dizaines ou des centaines de millions d'humanoïdes d'ici quelques années. Par exemple, passer l'aspirateur, enfin on a déjà des Dyson qui font quasi tout ça, mais quantité, par exemple un serveur, vous savez, déjà au Japon, il y a des serveurs robots. Bon, c'est un peu comique, mais de plus en plus d'actions. Donc même des actions physiques. Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester ? D'être en face d'écrans et des systèmes qui nous disent tout faire, quoi faire, et de nous voir, même plus savoir parler, et d'être réduit à des coquilles vides. Ce qui va se passer, c'est, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup de technofascisme, etc., en pointant les gourous de la tech, etc. Encore un truc de n'importe quoi. C'est pas parce que Elon Musk il a fait un salut s'apparentant un salut nazi qu'il est toute la vérité de la tech et qu'on va vers un technofascisme. Non, on va vers un environnement où la tech développe ses produits pour générer des profits. Le monde politique qui soutient ça parce qu'il s'imagine que c'est l'avenir lumineux du capitalisme. Des entreprises et des administrations publiques qui utilisent ces systèmes parce que ça entraîne des gains de coûts et optimisation de mode de fonctionnement, et des milliards d'individus qui sautent sur ces instruments de distraction, de facilitation d'existence et maintenant qui permettent de se décharger de nos facultés les plus fondamentales. Parce que mon cher Scheinman, c'est trop fatigant, hein, de parler et d'écrire. Hein. On délègue ça à des machines. Hein. Donc c'est ce monde-là de l'inhumanité et de ce que j'appelle le pouvoir total, c'est-à-dire des systèmes, c'est la politique. Par exemple, le politique, qui voit des élections, en tout cas dans les démocraties, des individus, des collectifs, des institutions, évaluer des situations, prendre des décisions, qui voient la délibération, la contradiction, la prise de décision, le vote. D'ici 3-4 ans, toute la vérité va venir des systèmes qui vont dire, par exemple, l'analyse du rythme du souffle de la vie d'un volcan, capteur, système d'intelligence artificielle, des vulcanologues, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a besoin de vulcanologues ? Des systèmes reliés à tous les savoirs du monde, analyse par des capteurs les mouvements, voilà, je ne vais pas trouver le mot, du volcan, et quantité d'informations supposées fiables vont être délivrées. Et ça, on peut dire ça pour tous les champs du savoir. Le CNRS, les universités, les champs de recherche, d'ici quelques années, c'est terminé au profit de systèmes automatisés qui vont nous dire toute la vérité du monde. C'est cela qui est bien, une humanité, ce que j'appelle absente à elle-même, où tout le monde est réduit à des sortes de légumes à toute attente de ces systèmes, et le fait que nous ne sommes plus agissants sur le cours des choses. Or, l'humain, le propre de l'humain, s'il veut ne pas tomber dans la folie, s'il veut se sentir partie prenante du cours des choses, c'est d'agir. Et là, il ne va plus avoir que des êtres passifs, soumis en plus à la loi de ces systèmes. Alors maintenant, on revient à ce groupement-là, qui disent, d'abord, qui signe ça ? Qui a pensé à ça ? Moi, j'ai vu les noms. Il faut toujours voir qui parle. La plupart, c'est des gens issus de la tech. Vous savez, ChatGPT en 2022, fin 2022, et cette histoire de moratoire, vous vous souvenez ? C'est-à-dire ceux qui faisaient, dit on va faire, tout ça est trop grave, on va faire un moratoire. Mais de qui se moque-t-on ? Mais quelle dinguerie quand même. C'est-à-dire ceux qui font, ils disent attendez, ça va trop loin. Ce moratoire, vous le remarquerez, plus personne n'en a entendu parler. Hein. C'est toute cette logorée là du monde de la tech qui dit tout et n'importe quoi. Et vu les flux d'actualité, on a tout oublié. Là, c'est beaucoup du monde de la tech qui disent la pétition. Mais la pétition, c'est le degré zéro de l'action politique. C'est l'acmé de la bonne conscience à peu de frais. Parce que qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on appelle à suspendre. Oui,
Ben évidemment, Sam Altman et toute la bande, avec votre pétition, ils vont s'arrêter tout de suite. Ils vont s'arrêter. Quelle blague! D'abord, les choses ne se passent pas comme ça. Je vais expliquer comment elles devraient se passer selon moi. Et puis, les 10 risques qu'ils soulignent, ils sont totalement à côté de la plaque. Mais totalement. J'ai rien contre ce monsieur, mais j'ai vu que vous avez accueilli monsieur de Posia et Luc Julia. Enfin, je me disais, franchement, des discours hors sol comme ça, waouh! Prise de contrôle par humain, plus dangereux qu'une bombe nucléaire. Mais on est en plein délire. Il n'y aura pas de prise de contrôle par les IA. Il faut arrêter ce délire. Ça n'aura jamais lieu, pas avant au moins une... Pourquoi on parle de prise de contrôle? Parce qu'on est dans un délire anthropomorphique et c'est toujours l'imaginaire. La société est faite d'imaginaire. L'imaginaire de science-fiction est très important et l'imaginaire anthropomorphique des machines est très important. C'est pas ça les risques d'une super intelligence qui va nous dominer, vous savez, tout ce délire enfantin, grotesque. Et en plus, pour lutter contre ça, on va faire une pétition pour appeler à ce qu'ils arrêtent. Ils ont faux du tout. Et en plus, la plupart sont des gens qui ont œuvré à ces développements. L'inconséquence totale. Et en plus à l'ONU, comme si on va croire qu'à l'ONU, puissance mondiale, pouvoir a les moyens de retenir ça. Non. Les risques, c'est pas du tout cela. D'abord, il ne faut pas parler en termes de risques, parce que si on parle de risques, ça suppose qu'il y a des avantages de notre côté. Il faut utiliser un terme plus analytique. C'est les conséquences. Et quand il y a des conséquences, on voit ce qui se passe. C'est ni risque, ni avant. Les conséquences, mon Dieu. Faisons le point sur les conséquences. Est-ce que ces gens qui signent une pétition, ils ont parlé de la mère de toutes les batailles? C'est quoi la mère de toutes les batailles, Shaiman? C'est nos enfants. Nos enfants qui, dans quelques années, vont nous dire « Papa, maman, pourquoi moi je vais à l'école ?» Si des systèmes, sur une simple instruction de ma part, vont écrire du texte, pourquoi j'ai besoin d'apprendre l'orthographe? Pourquoi j'ai besoin d'apprendre des grands textes? Pourquoi j'ai besoin d'apprendre la grammaire? Non, je veux être réduit à une coquille vide. Est-ce que ça, c'est évoqué dans les risques? Zéro. Est-ce que le fait que ce que j'appelle l'indistinction généralisée, c'est d'une gravité extrême, c'est présent, ça vient, on en parle de ça? Non, on parle sur un délire de super intelligence, contrôle de l'humanité. C'est pour ça que ce que je crois, c'est pas du tout une affaire de pétition, et encore moins à l'ONU. Qu'est-ce que vous croyez que l'ONU, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'ONU? C'est que la Silicon Valley, ils ont peur, hein? Ouh là là, ils ont les chocottes de l'ONU, hein? Non, mais c'est grotesque. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, à mon sens, je trouve que ça fait quand même un certain nombre d'années que j'analyse tout cela, puis une quinzaine d'années, et je peux parler 30 secondes de ce livre, qui s'appelle « Penser à temps », qui n'est pas un livre que j'ai écrit là, qui est le recueil de tribunes, publiées dans Le Monde, Libération, Le Figaro, et d'entretiens publiés dans ces mêmes journaux et d'autres, Marianne et d'autres, entre 2013, Penser à temps, faire face à l'emprise numérique, entre 2013 et aujourd'hui, et 2025, où j'analysais des quantités de développement dû aux technologies numériques et des effets sur la société, mais au moment même où ils avaient lieu, pour signaler les choses. Par exemple, l'introduction massive des tablettes numériques à l'école voulue par François Hollande en 2014, quand il a annoncé ça, dès 2014, je fais une tribune dans Libération, j'appelle ça l'ineptie des tablettes numériques à l'école. À l'époque, on dit Eric Sana, il veut venir à la bougie. Shaiman, je touche votre main en termes d'amitié. 10 ans plus tard, tous ceux qui ont fait ça, et notamment dans les pays du Nord, on a eu tort. On s'est complètement planté. Jamais on n'aurait dû abandonner l'écriture manuscrite. Jamais on n'aurait dû abandonner la fréquentation des livres. Jamais on n'aurait dû privilégier le tout tablette parce que ça a fait perdre quantité de compétences cognitives. Et donc, que disent ces personnes qui ont œuvré à cela il y a 10 ans? Elles disent, on va revenir en arrière. Oui, mais les choses ne se passent pas comme ça dans la vie. Entre-temps, on a sacrifié toute une génération. Et puis, aller demander aux gamins qui ont 10 ans aujourd'hui de ne pas faire comme leurs grands frères. Ça va être très, très compliqué. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se réveille toujours avec retard. Ce que je crois, moi, c'est que, relativement aux grandes conséquences, notamment dans le travail, ça va être un ouragan total et il y a bien trop de passivité. C'est qu'il faut agir à toutes les échelles de la société et pas lancer des pétitions. Vous savez, mon cher Shaiman, qu'en février dernier, il y avait le sommet mondial de l'IA organisé par la France et Emmanuel Macron, qui s'est apparenté, mais ça je l'ai vu venir, à une immense messe propagandiste,
dans laquelle n'étaient invités que des gourous de la tech, que les gourous de la tech, qui étaient là pour nous chanter des merveilleux lendemains à venir du fait de la technologisation, l'automatisation à terme intégrale du monde, où une centaine de chefs d'État ont rivalisé d'annonces d'investissement. Il y a eu Stargate quelques jours avant, vous savez, les gros investissements états-uniens, DeepSeek, la Chine qui avait annoncé la couleur aussi, qu'elle était dans la course aux IA génératives, la course. Emmanuel Macron a encore mis une couche avec son projet de data center et une centaine de milliards, alors que c'est un déficit public partout. Bien sûr, œuvrons au désert de nous-mêmes. Donc quand j'ai vu cela, où tous les discours qui ont été assénés, qui étaient interdits au public, le sommet de l'IA au Grand Palais, interdit au public, uniquement des gourous de la tech, et tous les discours, ils étaient énoncés au futur. Alors moi, là aussi, j'ai une équation que je me suis faite, c'est quand on vous parle au futur, on a toujours des choses à vous vendre, toujours. Ça va être merveilleux ce que j'ai à vous vendre, le futur, ça va être superbe. Alors quand j'ai vu cela, qu'il allait avoir à Paris, capitale de la France, ville où j'habite, mon pays de Beaumarchais, d'Émile Zola, pays de Paul Valéry, d'Albert Camus, de Charles Péguy et de tant d'autres, qui allaient avoir ce sommet, qui allait vanter l'automatisation des affaires croissante à terme intégral du monde, qui n'a même pas évoqué une seule seconde la question de l'école et du chaos qui est à l'œuvre à l'école. Il y a combien de témoignages aujourd'hui de professeurs qui disent « je ne comprends plus le sens de ma mission, je ne sais même plus à quoi je sers ». Et des foules d'étudiants qui font même plus de dissertation, qui apprennent même plus à écrire. Or, ce qu'on doit rappeler, c'est que écrire, c'est apprendre aussi à penser. Pour former sa pensée, c'est aussi par la maîtrise de l'écrit qu'on le fait. C'est pas seulement par l'oral. Vous savez, il y a des gens qui disent « mais c'est pas grave, il y aura plus de devoirs, on va faire maintenant que des épreuves orales ». Oui, mais c'est faire fi de ce qu'apporte l'apprentissage de l'écrit dans la précision et dans l'organisation de sa pensée. Alors, ce que je me suis dit, moi, c'est que je pouvais pas rester les bras croisés. Donc j'ai décidé de monter un contre-sommet de l'IA. Vous en avez entendu parler, contre-sommet de l'IA, que j'ai organisé avec l'aide de mon ami Éric Barbier du Syndicat national des journalistes. La mairie de Paris nous a mis à disposition le théâtre de la Concorde, avec le fait que c'était à quelques centaines de mètres du Grand Palais. Et c'était quoi notre idée? C'était que plutôt que de parler au futur, plutôt que de parler des risques et avantages, plutôt que de parler d'extinction de l'humanité avec ces systèmes qui vont prendre le pouvoir, tout ce délire hors sol, de voir les conséquences concrètes déjà à l'œuvre. Alors, été invité à témoigner, c'était une mobilisation, une manifestation, fondée sur les deux principes du témoignage et de la mobilisation, où ont été invités à témoigner. On a fait la programmation avec Éric Barbier ensemble, avec 0 €, alors qu'en face, c'était des millions d'euros pour organiser ce grand raout, cette messe propagandiste. Étaient invités dans les champs de l'écrit, les questions écologiques, le monde du travail, secteur de l'entreprise, l'administration publique, le monde de la culture, des traducteurs, des compositeurs, des réalisateurs, étaient invités à témoigner des effets déjà vécus, au ras des réalités quotidiennes, de leur expérience, du fait de l'introduction des systèmes d'IA génératifs dans leur travail. Il y avait eu des témoignages de traductrices littéraires extraordinaires. Vous savez ce qu'est une traductrice, qu'un traducteur littéraire, ce sont des auteurs, ce sont des inventeurs, ils écrivent. Et ils évoquaient le fait que des agences maintenant leur donnent des copies travaillées par des systèmes automatiques. Ils disent c'est ce qu'on nous donne. On veut nous rémunérer moins parce qu'une partie du travail est supposée déjà avoir été faite. Ce qu'on nous donne, c'est illisible. Excusez-moi d'être familier, c'est dégueulasse. On doit tout reprendre. On perd l'estime de soi. On ne fait plus le travail qui correspond à ce que nous devons faire. Et il parlait, dans une tribune qu'ils avaient faite des traducteurs, il avait parlé de traduction sans âme. Parce que c'est ça la question, c'est l'âme. L'âme au sens d'Aristote, ce qui nous meut, et aussi au sens de Charles Péguy, des choses qui sont plus grandes que nous, des principes qu'on n'apprend plus à respecter. Et ces témoignages-là, ça a duré toute la journée au Théâtre de la Concorde. C'était une journée magnifique, Shaiman. Il y avait plus de 1000 personnes
des applaudissements toutes les 10 minutes relativement à des témoignages qui touchaient, qui fendaient le cœur. De voir comment des métiers qui font une sorte de l'honneur de l'humain, traducteur littéraire, réalisateur de films d'animation. C'est beau ça, c'est souvent des métiers qui sont très peu rémunérés. Maintenant, France Télévisions va faire des films d'animation avec des IA génératives. Vous avez vu cette vidéo de Miyazaki, où on voit Miyazaki qui date de 2016, où des étudiants leur montrent des systèmes qu'ils ont conçus pour dessiner à leur place. Et Miyazaki totalement désolé, le maître Miyazaki, Mon voisin Totoro, c'est ça, le voyage de Chihiro. Miyazaki. Et les étudiants, tout le monde l'a vu, je crois, cette vidéo, qui montre cela, et au fur et à mesure, ils voient le maître Miyazaki totalement désolé de leur démonstration. Et à la fin, il dit je ne voudrais jamais utiliser ces systèmes qui sont une insulte à la vie même. Et donc, il y a eu cette journée de témoignage, et qui était aussi un appel à la mobilisation. Et je termine mon livre, qui est un de mes livres les plus importants, Le désert de nous-mêmes. Je le remonte parce que je parle, mais il y a les livres qui expliquent bien les choses, et plus précisément. Je termine pour une fois mon livre par un programme quasi politico-syndical, par une série d'exigences, mais qui sont des exigences que j'ai posées, mais qui nous regardent tous, qu'on peut amender, qu'on peut rajouter, et une série d'actions concrètes qui peuvent être faites, notamment des recours aux tribunaux. Vous voyez, on a parlé des parents. C'est une pétition contre la dépendance émotionnelle qu'il aurait fallu faire ? Ben non, ils vont au tribunal. Et ça fait office de jurisprudence. Il y a des actions concrètes, notamment, il y a des journalistes, des groupements, un groupe d'information en France, InfoPro Digital, je crois, qui, du fait de l'introduction de systèmes d'IA générative dans leur organisme, qui, dans la mesure où ils considéraient que ça mettait en péril leurs activités, que ça mettait en péril leur savoir-faire, parce que c'est la question des savoir-faire qui se pose aussi aujourd'hui. La question du savoir-faire, vous voyez là, William Morris, l'artisanat, les savoir-faire, la beauté des savoir-faire, c'est cette question-là qui est mise en péril aujourd'hui, considérant que le législateur se fout totalement de cela, il ne pense que de façon utilitariste, eh bien, ils se sont dit, et en ayant vu des clauses de droit, ils ont pris des avocats, ils sont allés au tribunal. Et le juge de Créteil leur a donné raison. Et ça fait office de jurisprudence. Et je retranscris le jugement en quelques lignes, en 2 lignes dans mon bouquin, où on voit bien, il dit, considérant qu'on ne peut pas ne pas estimer que ces systèmes bafouent les savoir-faire des personnes et la pérennité de leur travail, etc., auxquels ils ont droit, on appelle à des chantiers de travail qui doivent être menés avant un appel à une interdiction pure et simple. Mais c'est cela qui manque. C'est pas de pétition dont on manque. C'est pas de nous paniquer relativement à des scénarios de science-fiction qui sont pour l'instant de la pure science-fiction. C'est de nous mobiliser pour ne pas perdre ce qui nous constitue en propre, pour ne pas perdre une idée de la société, pour ne pas perdre une idée du travail, pour ne pas perdre une idée de l'apprentissage, pour ne pas perdre une idée du rapport à l'autre et du besoin d'autrui que nous avons besoin, pour ne pas perdre une certaine vision du monde, notamment faite de culture, du fait qu'autrui apporte de la singularité avec de la culture, avec des œuvres. Vous savez ce qui vient, c'est que des enfants vont dire à leurs parents, plutôt que de voir Walt Disney, fais-moi ma petite série à moi. Avec Midjourney, fais-moi mon petit prince charmant, alors tu veux quoi ? Tu veux qu'il y ait une fleur, tu veux qu'il y ait un lac, et c'est avec que le retour vers soi, c'est ce qu'on veut, et c'est l'altérité comme source de richesse, comme source de découverte, d'inconnu. C'est ça aussi la culture et la société, c'est l'indétermination, de l'inconnu, de la surprise, au profit de systèmes, de la conformité, et qui, en réalité, sont des extincteurs du social. Social, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait, là, Sheyman. On est ensemble, on parle. C'est des extincteurs du social et d'une certaine vision du monde fondée sur, on va dire, sur 2 dimensions capitales. C'est l'expression de nos singularités, que chacun a des qualités, chacun a du génie logé en chacun de chacun d'entre nous. Et ce dont on souffre, c'est justement de ne pas pouvoir l'exprimer. Il y a des foules qui en souffrent. Et puis le fait que ces qualités qui nous constituent, mais c'est une chance pour chacun d'entre nous de les recevoir aussi. Et c'est tout ce monde-là. Et
Et le fait que, aussi, sans qu'on le voie, insensiblement, vous savez, au moment où, depuis une vingtaine d'années, on ne cesse de se lamenter des dégâts causés par le libéralisme économique et le technolibéralisme, le fait que, insidieusement, nos vies vont tout le temps être attachées à des systèmes qui ne pensent qu'à leur pomme et à leur profit. Pour terminer, j'aimerais vous poser la question de fin, la question que je pose à tous mes invités. Si vous étiez sur une scène, avec l'humanité entière face à vous, un micro dans la main, et que vous pouviez transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Je crois l'avoir dit de façon implicite et explicite. C'est que chaque humain est unique. Chaque humain est porteur d'une infinité de qualités. L'humain, souvent, historiquement, et c'est un peu ce qu'a produit, ce qu'a notamment entraîné la révolution industrielle et ensuite toute la révolution capitaliste jusqu'à aujourd'hui, a entraîné l'amputation de l'usage de facultés pour des hordes d'individus, des foules d'individus. Les individus, je crois, ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir exprimer au mieux ce qu'ils sont. Or, l'histoire, au fur et à mesure, a fait qu'on s'est laissé porter par le confort, par des systèmes, au prix de l'amputation, conscient ou inconscient, de nos facultés. Or, moi qui suis spinoziste, de Spinoza, vous savez qu'il y a un philosophe de la joie, et là aussi, très simplement, il a identifié la condition de la joie, qui est en lien avec ce que je dis là. Je le fais très très vite, je le décris très rapidement. Il a posé le fait que l'humain est un être de désir. Justement, ce qui est remis en question, parce que au moment où toutes les choses viennent vers vous, le désir s'estompe. C'est un être de désir qui ne demande qu'à les réaliser. Mais chaque humain, chaque personne, disait Spinoza en substance, a des désirs propres et qu'il peut identifier, parfois il ne les identifie pas. Et la tristesse, c'est de ne pas les identifier, de ne pas les exploiter. Et la joie, c'est de les identifier et de se donner les moyens de les mettre en œuvre. Je donne un exemple, par exemple, un jardinier qui adore ce qu'il fait, c'est son truc, d'être au milieu des fleurs, des végétaux, et qui donne le meilleur de lui-même. Il éprouve des formes de joie en se sentant à la fois en adéquation, c'est un terme spinoziste, avec lui-même, et en étant partie prenante du monde et d'un ensemble commun. Ça, ce sont des dimensions que nous ne devrions jamais abandonner. Au risque de quoi ? Au risque de voir la frustration, la tristesse, le sentiment d'inutilité, d'invisibilité de soi et surtout d'inutilité, d'être rien que moins par rapport à ces systèmes qui nous disent la vérité en toute chose. Comment ne pas voir que là, il y a des vecteurs de psychiatrisation de la société, des vecteurs aussi de violence, de rejet d'autrui, d'oubli d'autrui. Alors, oui, je dirais, nous avons chacun d'entre nous des qualités. Pour rien au monde, il n'est pas encore trop tard. Nous devons y renoncer, mais ces qualités aussi, elles ne regardent pas seulement ce que je disais tout à l'heure. Chacun d'entre nous, elles regardent les liens, les apports intersubjectifs, interrelationnels que nous nous offrons les uns aux autres et qui apportent quoi ? Qui apportent de la découverte, de l'inconnu, parfois de la merveille, de l'inattendu, de la richesse, des façons de penser autrement. Donc, pour terminer sur cela, une sorte de synthèse, c'est Bergson, le philosophe Henri Bergson, qui parlait d'élan vital. Je crois que nous avons tous un élan vital qui nous constitue en propre, et individuellement et collectivement. C'est celui-là qui est en train d'être éteint, qui est appelé à être éteint, amoindri très rapidement dans les années à venir. C'est cet élan vital, je le crois, qui, à niveau individuel et collectif, et plus que jamais, et j'ai envie de dire, et corps et âme, qui doit être défendu et cultivé pour nous et l'avenir de l'humanité aussi pour nos enfants. Parce que vous savez, on parle du vivant, on ne cesse de parler du vivant de la planète, du vivant de la biosphère, mais qu'en est-il du vivant qui est logé en chacun d'entre nous, duquel tout dépend ?
Or, si nous voulons défendre le vivant et la biosphère, et le vivant dans sa diversité, il faut en amont, comme condition initiale, impérative, défendre, je l'ai dit, mais je le dis autrement, le vivant qui est logé en chacun d'entre nous et pour lequel, et qui doit être tenu pour une force de feu, une force vitale, une force d'existence, une force de joie absolument intangible. Éric Sadin, merci. Merci à vous.